épidémiologique sur la situation du Covid en Polynésie. Donc, comme vous le savez, la situation s'améliore, heureusement, mais après de longues semaines de grosses difficultés. Je commencerai par vous présenter la courbe d'incidence. Vous savez, ce fameux indicateur tant surveillé, qui correspond au nombre de cas rapportés à la population et sur une période donnée. Donc l'incidence pour une semaine, vous savez, c'est le fameux seuil des 100 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Les courbes d'incidence aujourd'hui en Polynésie montrent une courbe globale pour le pays qui vient de passer sous ce seuil des 100 pour 100 000 en fin de semaine dernière, avec quelques réserves concernant la précision des chiffres, car comme je vous le disais, il a été très difficile d'être exhaustif sur l'ensemble des cas confirmés. Cela dit, l'ensemble des indicateurs confirment malgré tout cette tendance et on peut donc considérer qu'effectivement au niveau du pays, nous sommes passés sous ce seuil de 100 pour 100 000. Pour autant, sur les courbes que vous voyez, je vous ferai remarquer donc, sur la dernière semaine une petite élévation de certaines couleurs qui correspondent à une persistance de cas dans certains archipels, et en particulier aux Australes, aux Marquises et aux îles sous le vent. Alors les cas ne sont pas nombreux, mais en termes d'incidence par rapport aux petites populations, sont des incidences qui sont au-dessus de ce seuil de 100 pour 100 000. Donc il y a lieu de maintenir une vigilance sur ces îles. On assiste à des petites bouffées, à des petits clusters familiaux, compte tenu du fait que ces îles ont été moins touchées jusqu'à maintenant d'une façon globale et peut-être moins bien vaccinées. Concernant les hospitalisations et les conséquences et les décès, bien sûr, puisque c'est ce qui nous préoccupe dans cette maladie, vous voyez qu'en termes d'admission hospitalière, là aussi, la chute se poursuit, heureusement, que ce soit au CHPF ou dans les hôpitaux périphériques, où le nombre d'admissions a continué à décroître de façon très très importante. C'est le schéma de gauche, ainsi que le nombre de décès également, qui en parallèle chute de façon importante. Cependant, et c'est le schéma de droite, le taux d'occupation, la pression sur les établissements hospitaliers reste très importante, et en particulier au CHPF, où le nombre de sorties diminue relativement, c'est-à-dire qu'on a du mal à faire sortir les patients. Il y a encore un certain nombre de patients en réanimation ou en service hospitalier qui ne peuvent pas encore sortir. Donc il y a encore une grosse pression sur les services hospitaliers. Alors ça se traduit par le fait que, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, derrière les cas aigus de Covid, vous savez, de la forme asympto bénigne à la forme sévère, voire très sévère, eh bien derrière une certaine partie de ces patients va présenter des complications, une guérison lente. Ils vont se trouver en situation dite de post-Covid, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus infectieux, ils ne sont plus en Covid aigu, mais il y a des souffrances tant pulmonaires que éventuellement même neurologiques après une grosse réanimation, et c'est ce qu'on appelle après les fameux Covid longs, dès lors que ça se prolonge plusieurs semaines au-delà. Donc sur les graphiques ici, vous voyez en haut les prises en charge dans les soins de rééducation, soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation de jour, dans les deux structures qui existent, et vous voyez que ces prises en charge augmentent, continuent à augmenter. On a 52 patients actuellement en prise en charge. Pour autant, il y a encore d'autres patients hospitalisés qui nécessiteraient ces soins et qui ont du mal à sortir de l'hôpital parce qu'on a un petit peu de mal à les accueillir en externe. Donc il y a des gros besoins en post-Covid. De façon parallèle, vous savez, les oxygénothérapies à domicile qui sont soit données pour des patients pour éviter une hospitalisation, celle-ci diminue puisque nous n'avons pas très peu de nouveaux cas qui nécessitent donc une prise en charge à domicile. Par contre, les prises en charge post-hospitalières, elles se poursuivent. Donc il y a un petit peu moins de mise en route de ces oxygénothérapies, mais le volume global des personnes qui ont de l'oxygène à domicile reste très élevé puisqu'il est décomptabilisé à 685 actuellement. Voilà pour les principaux chiffres de la dynamique. Je n'ai pas voulu être trop long cette semaine. Qui, jusqu'à aujourd'hui, ont décidé, ont accepté de se protéger par la vaccination. Ce qui nous a permis d'éviter de faire les formes graves de la Covid-19. Si on regarde les chiffres en population totale, sur ce diapo, 55,3% de personnes ont eu au moins une dose. Je rappelle que là, nous avons
passé la barre de 50%. Et pour ce qui concerne le schéma vaccinal complet, nous sommes à 50,70%. Il y a encore 2 semaines, nous étions à un chiffre bas. Et en 2 mois, nous avons quasiment doublé nos scores. Ce qui est effectivement très positif pour ce qui nous concerne. Si on regarde ce transparent-là, on voit bien que chez les personnes âgées, nous sommes à 88%, plus de 75 ans, presque 80% pour les 60 à 74 ans, 60,3% pour les 18-59 ans et 36% pour les enfants de 12 à 17 ans. Là aussi, nous avons progressé en termes de taux. Donc, il nous reste encore à vacciner la tranche de population comprise entre 18 et 59 ans. Alors, si on regarde ce tableau-là, il nous montre qu'aujourd'hui, vous avez les chiffres par archipel, regardez le total des personnes éligibles à la vaccination, c'est-à-dire 12 ans et plus, nous sommes à 62,1. Donc, vous voyez bien là, d'après ces taux, là aussi, nous avons une bonne couverture vaccinale en Polynésie française. Notre cible n'a pas changé. Notre première cible, c'est d'atteindre 70% de la population vaccinée. Dans un premier temps, lorsque nous aurons atteint les 70%, nous verrons quelle stratégie mettre en place pour pouvoir augmenter à nouveau ce taux de vaccination. Je reprends la parole. Avant de repasser la parole à Henri-Pierre Mallet, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. Seulement quelques chiffres. Je voudrais vous rappeler qu'actuellement, il y a 109 personnes qui sont encore hospitalisées, dont 21 personnes en réanimation. Il y a encore 3 décès en 24 heures. Je voudrais rappeler également quelques chiffres en termes de décès. Pour nous rafraîchir un peu la mémoire, le 27 juillet 2021, nous étions à 147 décès. Aujourd'hui, 29 septembre 2021, nous sommes à 620 décès. Donc en 2 mois, nous avons constaté 473 décès, ce qui est énorme, énorme. Donc, parmi ces décès-là, 90% des personnes hospitalisées en réanimation n'étaient pas vaccinées, décédées mais ne sont pas vaccinées. Ce variant Delta a été particulièrement contagieux et mortel. Ce virus est encore aujourd'hui présent dans notre Fénois, il circule. Ce sont les statistiques qui nous le montrent. Donc, en cette période, je dirais d'accalmie, entre guillemets, nous invitons la population non encore vaccinée à se protéger par la vaccination. C'est le moment. Il est impératif de vous protéger. N'attendez pas d'avoir la maladie pour vous protéger. La prévention est une notion extrêmement importante. Vacciner, c'est se protéger contre les formes graves de la COVID. Je vais également rappeler que beaucoup de gens viennent se faire vacciner en pensant qu'une fois vaccinées, elles sont protégées. Je vais rappeler que quand on se fait vacciner, il y a un délai à respecter pour pouvoir acquérir l'immunité. Avec le Pfizer, avec primo-injection et rappel, il faut attendre minimum 4 semaines, dans les meilleurs des cas. La vaccination par les Johnson, il faut attendre, là aussi, 4 semaines. Donc, n'attendez pas au dernier moment pour vous faire vacciner, parce que vous ne serez pas protégé contre le virus immédiatement, parce qu'il y a un délai à respecter pour acquérir l'immunité. La certitude d'aujourd'hui, c'est que ce virus, il mute en permanence. Nous ne sommes pas à l'abri d'autres variants, sûrement aussi contagieux et mortels, si ce n'est pas plus. Le vaccin est un moyen efficace qui a montré son efficacité. Je vous rappelle qu'il y a plus de 6 milliards de personnes qui ont reçu au moins une dose dans le monde. Donc, à côté de ce vaccin, il faut continuer à appliquer les mesures barrières. C'est extrêmement important. Le port de masque, la distanciation physique, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains, la désinfection des surfaces, des objets, des produits que nous achetons dans le commerce, qu'il faut d'abord désinfecter avant de consommer. Voilà, donc nous continuons bien sûr à vacciner, nous continuons
à faire la vaccination de proximité dans les quartiers, dans les entreprises, dans les services et établissements. Je demande, moi personnellement, et nous demandons à la population et surtout aux élus dans les communes de continuer à mobiliser la population et inciter la population à se faire vacciner. Les vaccinodromes vont continuer, même si aujourd'hui il y a une période d'accalmie. Nous allons continuer à monter des vaccinodromes pour proposer à la population la vaccination. Donc je voudrais remercier les 88,2% de population de plus de 60 ans et plus qui sont venus se faire vacciner. Elles ont répondu à un message que nous avions diffusé en tout début de cette épidémie. Là, nous atteignons un taux qui est satisfaisant pour nous, mais satisfaisant aussi pour cette population, puisqu'on peut considérer qu'elles sont relativement protégées. D'autres catégories sont également dans un taux de vaccination qui est plutôt satisfaisant, mais encore que l'on souhaiterait voir augmenter. C'est donc la raison pour laquelle nous continuons à organiser des centres de vaccination et la population doit savoir que dans les centres de vaccination, elles peuvent se présenter à n'importe quel moment pour pouvoir être vaccinés. Donc je remercie tous ceux qui ont compris les messages, tous ceux qui ont compris que la vaccination était une façon de se protéger soi-même, mais également de protéger son entourage. On l'a vu, 152 768 personnes ont voté favorablement pour la vaccination. À comparer de ceux qui protestent, je trouve que le vote est plutôt favorable. Vous m'excuserez de prendre ce travers, mais en fait, c'est un peu ce que j'ai dit l'autre jour aux personnes que nous avons reçues qui venaient demander à ce que l'on retire l'obligation vaccinale. Je souhaite également m'adresser aux professionnels de santé. Tous ceux qui se sont investis depuis le début de cette épidémie dans un combat dont on ne connaissait ni l'ampleur, ni la durée, et dont on ne connaît pas encore la fin. Je dis merci, et je le dis avec d'autant plus de force que je sais quelles sont les conditions dans lesquelles toutes ces personnes ont travaillé, dans lesquelles elles ont été confrontées au quotidien dans une guerre dont elles ne voient pas encore la fin. Sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, les professionnels de santé ont consenti à de nombreux sacrifices. Et je pense qu'il faut que cela soit dit. Merci, merci à tous. Et nous vous en sommes reconnaissants. Sur la vaccination, on en a beaucoup parlé, on a amené un certain nombre de précisions. Je voudrais aborder une question qui, selon les apparences, ne paraissait pas poser problème. Lorsque nous avons mis en place cette vaccination, il ne nous est apparu, comme au plan mondial d'ailleurs, qu'il s'agissait d'une évidence thérapeutique, puisqu'il n'y avait pas de médicaments contre un nouveau virus, un nouvel agent pathogène. Or, l'on sait depuis longtemps, depuis plusieurs centaines d'années, que la vaccination est un moyen de se protéger contre les microbes, et donc c'était le seul moyen dont on pouvait disposer, et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des laboratoires capables d'élaborer un vaccin se sont mis à l'élaboration d'un vaccin. S'il y avait eu quelques médicaments que ce soit
qui puisse démontrer son efficacité vis-à-vis de cette maladie, pourquoi aurait-on utilisé les vaccins? Puisque s'il suffisait d'éliminer le virus avec un médicament déjà connu, employé pour autre chose, pourquoi aller se fatiguer à fabriquer des vaccins? Il faut rester dans le concret. Il ne faut pas partir. La médecine, ce n'est pas une science infusée, c'est une science concrète. Le système immunitaire, c'est-à-dire l'élément qui protège le corps contre l'intrusion d'un élément étranger, qu'il soit virus ou bactérie ou autre. C'est ce système immunitaire qui a pour vocation de défendre l'organisme contre les maladies, infectieuses particulièrement. C'est ce qui sert de base à la vaccination. Parce que lorsque on vous injecte le vaccin, on ne fait que stimuler, c'est-à-dire exciter, obliger le système immunitaire naturel de votre corps à réagir. C'est donc pas le vaccin qui est important, c'est votre corps. Parce que le vaccin en lui-même, il est un agent provocateur, en quelque sorte, mais c'est votre corps qui vous protège, votre système immunitaire qui va vous protéger. Cette finalité est à la base de la vaccination. C'est un moyen simple, sûr et efficace pour se protéger contre les infections, contre les maladies dangereuses, avant d'être en contact avec des infections. C'est pour ça qu'on vaccine les enfants sur certaines pathologies, la polio, le tétanos, la diphtérie, et j'en passe, l'hémophilus influenzae. On les vaccine pour qu'ils ne soient pas malades si un jour ils sont en contact avec ces bactéries ou ces virus. La vaccination donc utilise les défenses naturelles de l'organisme pour créer une résistance aux microbes et renforcer le système immunitaire. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas le vaccin qui tue, c'est le virus. Le vaccin ne fait que stimuler votre corps pour lutter contre le virus qui risque de vous tuer. Le vaccin stimule donc le système immunitaire, fait créer des anticorps par ce système immunitaire. L'anticorps, c'est la petite particule qui va lutter contre le virus. Et c'est comme si vous aviez été exposé à la maladie. Vous n'avez pas eu la maladie, on vous a vacciné, votre corps réagit comme si vous aviez eu la maladie, et même de façon souvent plus importante, plus protectrice. Un grand nombre de vaccins existent, sont d'ailleurs régulièrement utilisés, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour protéger les enfants contre les maladies dangereuses. La poliomyélite, qui se souvient de la poliomyélite? Poliomyélite qui, il y a seulement 50 ans, paralysait un certain nombre d'enfants, enfin entraînait des pathologies chez l'enfant, qui donnait du handicap pour toute la vie. Il est très important de redire que la vaccination protège contre le virus. De plus, elle empêche les personnes de tomber malades ou de faire une forme grave de la maladie. C'est ça qui est important aussi. Eh bien, même si vous êtes vacciné et que vous ayez un contact viral, peut-être allez-vous être malade. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Mais on peut pratiquement, non pas garantir, mais être presque sûr que vous ne développerez pas une forme grave de la maladie. Ça a pu arriver malgré tout dans certains cas, chez des personnes qui étaient déjà dans un état de santé délabré, comme on dit, c'est-à-dire un état de santé qui posait problème. C'est ce que l'on a vu dans les admissions dans les hôpitaux, et particulièrement à Taonnet. Les personnes qui arrivaient, certaines, étaient vaccinées.
Et si jamais elles ont eu besoin d'oxygénothérapie, ça avait un peu d'oxygène parce qu'elles étaient un peu essoufflées, elles sont sorties dans les jours qui suivaient. Et elles ne sont pas sorties dans une boîte. L'intérêt de la vaccination également, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains médicaments. Vous avez des antibiotiques, par exemple, qui luttent contre les microbes, et il y a des gens qui développent des allergies à ces microbes, à ces antibiotiques. Elle s'adresse aux personnes âgées, aux personnes moins âgées, aux enfants. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de la vaccination pour la société. Car en fait, l'intérêt de la vaccination, c'est quoi? C'est de protéger un individu, mais c'est aussi d'assurer une protection collective. L'intérêt de la société, c'est d'élaborer des processus qui vont lui permettre de se protéger dans son ensemble. Protéger les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. C'est tout le monde que l'on protège par la vaccination. Alors que la prise d'un médicament ne protège que l'individu. Si je prends de l'ivermectine ou de la chlorhexidine ou de l'hydroxychloroquine, je me protège moi. Mais qu'est-ce que je fais pour ceux qui m'entourent? On dit ce qu'on peut. Donc, mais si c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est le problème de la... C'est justement... C'est le problème de la société. Qu'est-ce que c'est que la société? La société, c'est quelque chose qui pèse sur vos épaules tous les jours. Vous vous en rendez pas compte? Vous vous en rendez pas compte. Mais ce que vous faites pour vous, il faut savoir que ça peut avoir parfois des conséquences sur les autres. Je le disais l'autre jour aux personnes qui sont venues nous voir, très fort aimables et très gentilles. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Nous sommes restés 3h30 avec elles. Avec eux, parce qu'il y avait un homme. La société, elle pèse sur vos épaules par un certain nombre de règles qui sont communes et que l'on se doit de respecter, qu'on respecte plus ou moins, mais que l'on se doit de respecter. Je leur disais, au nom de la liberté individuelle, je décide, moi, que c'est plus facile pour moi de rouler à gauche, sur la voie gauche de la route, et que les autres n'ont qu'à m'éviter si moi je roule à gauche. Parce que c'est ainsi, j'ai décidé que c'était plus facile pour moi. Ben non, c'est pas possible. La règle, c'est de rouler à droite. Si vous voulez rouler à gauche, vous allez dans un pays anglo-saxon. C'est un peu ça, je trouve que c'est une image qui est un peu simpliste, en effet, mais c'est un peu ça. Quand on se situe, quand on veut vivre dans un ensemble de populations, quand on veut vivre au sein d'une société, quand on veut rester actif, on ne peut pas n'avoir que des comportements individuels. Il y a un moment où il y a des règles à respecter, qui sont des règles sociales. Le principe même de la vaccination veut qu'un ensemble de populations puisse apporter suffisamment de protection pour qu'il y ait cette protection collective, cette immunité collective. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas vaccinés. On ne prétend pas atteindre 100% de vaccination. On sait bien qu'on n'y arrivera pas. Donc il y aura toujours des gens qui ne seront pas vaccinés. Mais ces gens qui ne seront pas vaccinés, soit ils attraperont le virus, ils seront un peu malades, soit ils seront protégés parce qu'on aura empêché enfin le virus de circuler. Et donc ils ne le rencontreront pas. Ils le rencontreront peut-être en allant aux États-Unis ou ailleurs, mais chez nous, non. Alors est-ce qu'on va arriver justement au moment où on ne rencontrera plus le virus en Polynésie française? Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous le promettre. Personne ne le sait à l'heure actuelle. On sait par contre que les coronavirus, c'est-à-dire le type même de virus qui est celui du SARS-CoV-2, qui donne la maladie Covid-19, il est particulièrement résistant. Donc ce que l'on peut dire, en partant de cette hypothèse, c'est que très probablement, il y aura des formes larvées de Covid encore, et qu'il faut rester vigilant. Et c'est la raison pour laquelle
Monsieur Vaccination continue à faire son pèlerinage dans les communes, dans les îles, pour que l'on puisse avoir un taux suffisamment important pour empêcher réellement ce virus de circuler. C'est important que la population, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est important que la population prenne conscience de cette immunité collective. Je dis bien collective. C'est l'ensemble de la population qui doit en prendre conscience. C'est pour pouvoir éviter, dans 6 mois, dans 1 an, d'avoir un rebond de cette épidémie. Car, on nous le dit, et Henri Pierre, le docteur Mallet, est allé récemment dans un congrès, je suppose qu'il a dû l'entendre, on n'est pas à l'abri de ressaut épidémique, pardon. C'est-à-dire que les pics que l'on a connus, les 2 pics, montre un peu la courbe, tu as les... Là, voilà. Les 2 pics que l'on a connus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir après. Combien de temps il va se passer entre le moment où on sera complètement à plat et le moment où on aura un ressaut? On ne sait pas. Moi, je ne suis pas capable de le prédire. Seule la protection collective permettra soit d'atténuer de façon suffisamment importante un éventuel ressaut, sur une petite épidémie, soit de l'éliminer. De l'éliminer ou de faire en sorte qu'elle passe pratiquement inaperçue. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le virus, lui, si on lui prête une intention, son intention première, c'est de se multiplier. Le virus, lui, pour survivre, il doit se multiplier. Et pour se multiplier, il n'a qu'un seul moyen. C'est pénétrer à l'intérieur d'un organisme vivant, et il va utiliser cet organisme vivant pour reproduire des virus. Donc il ne faut pas laisser le champ libre au virus. Il ne faut pas lui permettre de circuler, il ne faut pas lui permettre de pénétrer à l'intérieur d'autres organismes. On ne sait pas si le virus pourra disparaître à un moment donné. C'est trop tôt, on ne peut pas le dire pour l'instant. Il y a un certain nombre de maladies que l'on ne voit plus, qui ne circulent plus dans l'espèce humaine, mais elles sont extrêmement rares. On les compte sur les doigts de la main. Donc, il ne faut pas avoir de faux espoirs. Après, sur la réticence à la vaccination, on peut comprendre que certaines personnes n'aient pas forcément envie de se faire vacciner. On peut le comprendre. Après, est-ce qu'elles sont réellement informées sur ce qu'est le vaccin? Est-ce qu'elles sont réellement informées sur ce que provoque le vaccin comme réaction à l'intérieur du corps? Est-ce qu'elles craignent qu'on injecte une substance qui va durer toute la vie ou qu'on ait mis une puce à l'intérieur qui puisse permettre de les tracer tout au long de la vie? Ça, c'est des choses un peu de science-fiction. Il n'y a pas de moyen réel autre que l'enseignement pour faire comprendre aux gens ce que c'est, faire comprendre à une population ce que c'est que le vaccin, ce que c'est que la vaccination. Il faut se plonger dans les livres, il faut regarder quelle est la définition du vaccin, quelle est la définition d'un anticorps, quelle est la définition d'un système immunitaire. La science, elle n'est pas infuse. La science, elle s'apprend, et ça peut très bien s'apprendre. Si l'on a des interrogations, on interroge son médecin. Le médecin, c'est celui en quel, en général, on a confiance. Puisqu'on lui confie son corps, on lui confie sa santé. On interroge son médecin, et le médecin doit être à même, il est à même, d'expliquer ce qu'est la vaccination. Et en toute connaissance de cause ensuite, et non pas au travers des réseaux sociaux, en toute connaissance de cause, on prend la décision de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner.
mais en toute connaissance de cause. Et non pas parce qu'on a interrogé la concierge du coin qui dit « Ah, mais moi, j'ai jamais été vacciné, de toute façon, je ne serai jamais vacciné. » Voilà. Donc, je voulais que ça soit quand même dit aujourd'hui, non pas parce qu'on est dans des circonstances particulières, mais parce que depuis le début de cette épidémie, on demande aux gens de se faire vacciner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les plus de 150 000 personnes qui ont fait une première dose, il n'en reste plus beaucoup pour que l'on puisse avoir l'immunité collective totale. Et ça, c'est ce dernier cran qu'il faut franchir maintenant, et ça serait vraiment l'idéal. La vaccination, c'est bien plus qu'une protection de santé individuelle, c'est une protection collective, et il est regrettable de voir de la défiance sur ce plan-là. D'autant plus regrettable que malheureusement, je le dis bien, malheureusement, il y a quelques professionnels de santé qui sont également réticents sur la vaccination. Non seulement ils sont réticents pour eux-mêmes, mais ils entraînent une réticence de leurs patients ou une réticence des personnes qu'ils connaissent. Et ça, c'est quelque chose que j'admets difficilement, je dois le dire. Quand on est scientifique, quand on est médecin, quand on est professionnel de santé, on est là pour soigner les gens. On est là pour garantir aux personnes qu'elles peuvent être en bonne santé si on les prend en charge, si les médicaments, si les outils que l'on utilise pour les soigner sont de bonne qualité. Or, à l'heure actuelle, je voudrais qu'on me démontre que les vaccins qu'on a utilisés jusqu'à aujourd'hui ne sont pas de bonne qualité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces points qui irritent parfois, mais qui doivent être également débattus. Je ne nie pas le débat. Nous avons reçu pendant 3h30 les personnes qui nous demandaient de retirer le texte sur la vaccination obligatoire. On ne le fera pas parce que c'est le seul moyen que l'on a à l'heure actuelle, il n'y en a pas d'autre, de pouvoir assurer l'ensemble de la population d'une couverture vaccinale complète. Et que si réellement il y a des grandes difficultés pour obtenir cette protection collective, je ne veux pas qu'on puisse nous le reprocher à nous.